Hendrik Davy, est-ce que, d'après vous, on pourrait qualifier la période et les dynamiques politiques que nous venons de décrire de pré-fascistes? Est-ce qu'il s'agit, dans la vision trumpienne du monde, est-ce que vous la qualifieriez précisément, personnellement, de vision fasciste du monde, avec, ou en partie seulement, comme le disait Marlène Laruelle? Merci en tout cas de votre invitation. En réalité, moi, ce que je pense important de réfléchir, c'est pas le fascisme en tant que phénomène donné à un moment donné historique, mais en tant que processus. Et ce qu'il faut s'interroger, c'est enfin, quelles sont les causes des processus qu'on est en train de voir. Bon. Alors, ce faut bien rappeler, mais on en a tous et toutes conscience, mais peut-être faut le redire, c'est que les gouvernements autoritaires d'extrême droite, que on peut moi je qualifierais de totalitarisme d'extrême droite, le fascisme en est une des expressions. Bon. Et ce n'est pas une péripétie dans l'histoire de la démocratie et dans l'histoire du capitalisme, mais en fait un phénomène récurrent qui se répète à plusieurs moments de l'histoire. On a un premier cycle qui est ouvert avec Mussolini, Hitler, Franco, Pétain, mais je rappelle aussi Salazar, parce qu'à bien Salazar, c'est intéressant parce qu'on l'a oublié, la dictature au Portugal. Et en réalité, Salazar, finalement, il arrive comme ministre en 1928, et petit à petit, la fascisation du Portugal va aller progressivement et va être moins brutale et moins directe, mais elle va avoir les mêmes conséquences en termes de destruction du mouvement ouvrier. Ça, c'est le premier cycle. Et c'est vrai que ce premier cycle se distingue du deuxième cycle qui a lieu en Amérique latine, notamment avec les dictatures d'extrême droite qu'on a un peu oubliées, mais sauf celle de Pinochet, mais il y a eu quand même en Argentine, il y a eu au Brésil. Elle se distingue, et c'est une des distinctions historiques qu'on a vis-à-vis du fascisme, c'est que le fascisme, il y a un projet futuriste, ça a été dit déjà, et le fascisme, il y a la volonté de mettre en action, en activité les masses, hein. Donc une fois qu'on a ça, on voit bien que ce qui est là, à l'œuvre dans la nouveau cycle qui est ouvert, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre les deux, mais voilà, c'est à peu près le même type de processus. Bon. Euh, alors, pourquoi on est dans un nouveau cycle? D'abord, il faut voir que ce nouveau cycle ne s'ouvre pas avec Trump ou même avec Mélanie. Ce nouveau cycle, je pense qu'on n'a pas pris assez conscience qu'il s'ouvre avec Poutine, mais aussi avec l'Inde, notamment de Modi. Et donc, en réalité, on est dans un processus de totalitarisme d'extrême droite, mais qui n'arrive pas au même moment et de la même façon que les totalitarismes des années 30 ou des années 60-70 en Amérique latine. Donc, il n'arrive pas par des coups d'État. En fait, il procède d'une transformation des démocraties, finalement, petit à petit vers des démocraties de plus en plus libérales. Donc, on a un processus qui est légèrement différent et donc sa nature est différente, forcément. Bon. Alors, pourquoi on a ces processus récurrents? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question pour à la fois prendre conscience du phénomène, mais aussi savoir comment le combattre. Bon, l'analyse historique du fascisme, que peuvent faire certains auteurs comme Paxton, mais aussi les analyses que les marxistes en ont fait, notamment Trotsky, c'est que finalement, ils sont une réponse à des crises du capitalisme. Bon, en gros, on a un système capitaliste qui, de façon cyclique, rentre en crise. Donc là, on a eu deux grandes crises qui sont la crise des subprimes et la crise du Covid, qui est une crise finalement du capitalisme, hein, quand on regarde en termes de croissance, etc. Et ces crises répétées, en général, aboutissent à une désaffiliation des classes populaires, mais globalement de la société, vis-à-vis de l'idéologie libérale, et là de l'idéologie néolibérale, hein, qu'on a subie depuis les années 80. Et donc, en gros, les classes dirigeantes et certaines classes dirigeantes n'arrivent plus à maintenir leur pouvoir et à mettre en œuvre leur agenda comme elles le mettaient en œuvre. Bon, ça se voit très très bien dans l'Allemagne des années 20 d'abord et ensuite des années 30 avec les crises répétées. Ça se retrouve aussi en France après le Front populaire. Voilà, donc on a des crises de régime avec, comme il y a plus de majorité politique claire, et ça se voit à mon avis assez clairement en ce moment en France, comme il n'y a plus de majorité politique claire, on a des gouvernements qui sautent. Regardez le nombre de gouvernements qui sont instables à l'échelle européenne en ce moment, c'est-à-dire qu'on a donc et ça génère finalement une volonté d'en finir avec cette instabilité c'est sur ce germe-là que les idées fascistes et les idées peuvent regagner. Alors,
ça se croise, à mon avis, pourquoi le fascisme et les idées d'extrême droite sont efficaces dans ces moments-là. Parce que, d'abord, elles répondent à la demande d'autorité, donc ça c'est assez fort, mais en plus, elles réinvestissent des normes traditionnelles comme le patriarcat, comme la famille, qui finalement sont des mécanismes de réassurance de population qui sont elles-mêmes déstabilisées parce qu'elles perdent tout leur repère. Bon, elles perdent leur repère, elles perdent, et ça c'était fort avec la mondialisation, elles perdent le contrôle sur leur vie. On ne contrôle, c'est le fameux, la fameuse antienne de l'agenda néolibéral, l'État ne peut pas tout. Mais du coup, l'entreprise ne peut pas tout. C'est-à-dire que vous êtes salarié de Michelin, Michelin fait des profits, et pourtant ça licencie, et vous ne pouvez rien faire. Bon. Donc il y a vraiment cet effort-là. Et alors, de quoi ce régime sont-ils le nom? Il y a aussi une deuxième chose, un deuxième processus assez puissant, c'est les contradictions du capitalisme qui aboutissent à des antagonismes entre grandes puissances impériales. C'est le fameux slogan à la fois de Lénine, mais qui a été repris par tous les socialistes, hein, c'est l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme. Et en réalité, de façon cyclique, encore une fois, on se retrouve avec des antagonismes entre grandes puissances. Là, c'est la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe, hein, typiquement, qui vont se faire concurrence à la fois pour accéder aux nouveaux marchés et qui vont se faire concurrence aussi pour notamment accéder aux ressources naturelles. Donc là, on retrouve exactement tous les éléments voilà, de la bataille de Trump, mais aussi de Poutine. Bon. Donc, dans ces moments-là, tout le patriotisme et toute l'idéologie en fait nationaliste des extrêmes droites permet de mobiliser les populations, hein. C'est ce qu'on a vu dans les années 30, c'est ce qu'on revoit aujourd'hui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elles sont favorisées. Donc, voilà en gros les éléments historiques qui font que la période dans laquelle on est une période néofasciste, même si les régimes eux-mêmes ne sont pas fascistes. Alors, juste pour conclure là-dessus, ce que dit, et c'est très intéressant de se replonger dans les textes de l'époque de Trotsky, mais aussi de ce que dit Paxton du nazisme, et là on a un vrai débat avec d'autres, c'est que c'est rarement le choix premier de la bourgeoisie et des classes dirigeantes, le fascisme. Hein. Alors j'ai relu parce que Trotsky raconte cette anecdote qui est importante, c'est qu'il y a un assassinat d'un député socialiste qui s'appelle Matteotti en 1922, 24 ou 22, je ne me souviens plus, des fascistes italiens, non même pas de Mussolini, mais des fascistes italiens. En réalité, il va y avoir une réponse d'une partie de l'ensemble de la classe dirigeante italienne contre ça. Enfin, et Paxton rappelle très bien aussi que fondamentalement, si la classe dirigeante allemande a laissé arriver Hitler au pouvoir, ce n'était pas son premier choix. Bon. Et donc là, ça nous amène à la discussion on est sur une ligne de crête parce qu'on voit bien qu'il y a une partie des classes dirigeantes, et on le voit là avec en tout cas Elon Musk, qui font le choix de la radicalité d'extrême droite, alors qu'on appellera fasciste ou pas, voilà, ça dépend de où on en est dans le processus de radicalisation. Euh, mais d'autres ne le font pas. Il y avait encore récemment sur le Brexit, il y avait eu un très bon livre qui avait détaillé ça, hein, et qui avait regardé les flux financiers sur le Brexit et s'apercevoir qu'une partie des classes dirigeantes de Wall Street avait financé le Remain et une autre partie avait financé le Brexit. Celle qui avait financé d'ailleurs le Brexit était plus importante que celle qui avait financé le Remain. Mais en réalité, il n'y a pas une homogénéité dans les classes dirigeantes, à la fois économiques et politiques, hein, leur traduction politique, sur le choix fasciste. Bon. Donc, je le dis parce que du coup, il y a à gauche aussi une tentation de dire, bon, bah, en gros, de Bayrou en passant à Macron, ils préparent le fascisme et donc ils sont déjà dans une dynamique de fascisation. Alors qu'en réalité, à chaque moment dans l'histoire, on a toujours été sur cette ligne de crête où ils ne le combattent pas franchement et finalement, pour des raisons électoralistes, ils vont reprendre une partie de leur agenda. C'est ce qu'on voit là avec typiquement le voile, hein, aujourd'hui, typiquement l'interdiction du voile dans l'espace public, avec notamment les compétitions sportives pour reprendre quelque chose qui est vraiment d'actualité. Donc ils vont reprendre des éléments de discours et ça va de plus en plus loin. On est dans la fenêtre d'Overton, on ouvre de plus en plus loin ça. Mais en même temps, ce n'est pas vrai que l'ensemble des classes dirigeantes ont décidé, et donc y compris des partis traditionnels qui les représentent, ont décidé d'aller vers le fascisme. Et là, il y a des contradictions, ça a été dit par Ingrid, parce qu'on a une contradiction entre la construction d'un bloc européen et la vassalisation des classes dirigeantes vis-à-vis de Poutine ou Trump. C'est-à-dire que faire le choix du fascisme, c'est de faire le choix aussi d'être vassal, soit de Trump, soit de Poutine. Et ça, je ne suis pas sûr qu'elles aient fait ce choix-là.
Je sais pas si ça répond à ta question sur est-ce qu'on est dans une période fasciste, mais voilà. Ah, Je ne ça sais y pas si répond les régimes sont parfaitement fascistes. du J'aurais point de vue tendance à des... dire, en Ouais. France, par exemple, ou même aux États-Unis aujourd'hui, on commence à prendre des risques pour sa vie quand on est opposant politique, mais on n'est pas directement envoyé. Alors, il y a des choses, hein, c'est-à-dire, il y a eu des manifestants, etc., qui ont eu des procès très durs, etc. Certains ont pu même finir en prison. Mais s'il y a un régime qui est d'extrême droite totalitaire aujourd'hui en Europe, enfin en Europe, si c'est en Europe, c'est la Russie. Le seul qui est vraiment où ta vie est menacée parce que tu es opposant politique, c'est en Russie. Aux États-Unis, on n'y est pas encore. Voilà. Donc faudra voir comment tout ça tourne dans l'avenir. Mais on peut y arriver. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le sens de l'histoire, malheureusement, si on n'arrive pas à contrer ça.